Sur 20 ans, si jamais tu rates les 20 meilleurs jours de bourse, eh bien, tu vas tout simplement diviser ta performance par 4. Ça, c'est une étude qui a été faite plusieurs fois, qui montre que si malheureusement, eh bien, tu n'es pas positionné, que tu n'es pas tout simplement investi sur le marché, alors qu'on a les meilleurs jours de bourse, les plus gros rendements journaliers, eh bien, ça affecte énormément ton rendement, ta performance totale. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est aussi en réaction à ce que j'ai pu lire, notamment sur mon Discord communautaire, où ça y est, on a une baisse qui s'enclenche et pas mal de personnes veulent faire du market timing, c'est-à-dire veulent sortir leur position pour ne pas trop accumuler de baisse, tout simplement, de performances négatives, pour ensuite re-rentrer quand ça sera un petit peu plus favorable. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est pas forcément la bonne idée et que ça reste très difficile à faire. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé en 2020 lors du Covid et je me suis cassé les dents. J'ai raté un bon 10-15% de performance et je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler que plus de 70% des gens qui regardent mon contenu sont pas abonnés à la chaîne. C'est peut-être un oubli de ta part, quoi qu'il en soit, ça fait très plaisir, ça soutient la chaîne. Tu peux également devenir membre de la chaîne et avoir des vidéos exclusives comme le portefeuille idéal. Et donc, ce que j'étais en train de te dire, eh bien, c'est que si jamais tu manques les meilleures journées de bourse, tu vas tout simplement te retrouver avec une performance qui sera pas au rendez-vous. Alors pour ça, on est sur easyvest.be. J'ai pas refait l'article sur mon site personnel. Je trouve que le leur est très bien fait. Je te mets le lien dans la description. Tu pourras aller jeter un œil. Concrètement, voilà ce que ça peut donner. Manquer les 20 meilleurs jours de bourse en 20 ans pourrait diviser votre rendement par 4. Alors, c'est ce qui a été constaté dans le passé. Maintenant, dans le futur, pourquoi ça serait pas le cas? Ça reste des mathématiques selon moi. Mais on peut clairement voir que depuis 2003, si jamais tu as raté les 20 meilleurs jours, ta performance serait de 93% au total, contre 411% si justement tu étais sur le marché, si tu étais investi sur le marché. Donc clairement, comme indiqué, ce sont des erreurs de court terme qui coûtent assez cher sur ta performance totale. C'est pour ça que il vaut mieux être il vaut mieux être investi dans le marché que d'essayer de faire du market timing. Et on a également une petite indication qui nous dit que les meilleurs jours succèdent souvent aux pires et que généralement, sur la période étudiée, 65% des meilleures séances sont survenues au maximum 10 jours après les pires séances. Donc, globalement, il y a des rebonds. Alors pour ce faire, j'ai eu la chance d'avoir l'aide d'un membre de ma communauté qui s'appelle Tolgear, que vous pouvez retrouver bien sûr sur le Discord communautaire si vous avez des questions, qui bosse tout simplement dans la programmation. Bref, c'est son truc. Et pour ça, eh ben, il me donne régulièrement des coups de main, notamment sur les Google Sheets avec Google Finance. Et on va bientôt faire une vidéo ensemble pour parler un petit peu de son tableau. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Et aujourd'hui, tu vas avoir un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire avec Google Finance. Donc là, c'est très simple. On a un tableau qui est relativement gros puisqu'il y a quasiment 7000 lignes. Alors pourquoi? Eh bien parce que on a rentré une fonction qui est celle que tu peux voir en haut. Donc Google Finance Index, INX, Close, etc. avec pas mal de trucs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a demandé, eh bien, sous forme de ligne de code, on va dire ça comme ça, hein, de nous afficher toutes les valeurs du S&P 500 depuis le 1er janvier 1995 jusqu'à aujourd'hui avec les variations en rendement. Et donc on a fait ça sur tous les jours depuis 1995, donc autant te dire qu'il y a pas mal de jours. Et on a mis tout ça, eh bien, sur un joli graphique que tu peux voir à l'écran, qui va tout simplement récapituler les variations journalières du S&P 500. Et là, tu vois, c'est très intéressant. D'ailleurs, comme je l'ai dit à notre ami Tolgear, le moment où j'ai vu cette courbe, j'ai cru que c'était, tu sais, un petit peu comme le fond diffus cosmologique en astronomie. Mais concrètement, cette courbe, eh bien, comme son nom l'indique, hein, elle va nous donner les variations journalières du S&P 500. Alors, ce qui frappe aux yeux dans un premier temps, c'est que la majorité du temps, eh bien, il se passe pas grand-chose. Si on pouvait tirer deux lignes, on peut voir que 90% du temps, et on va justement sortir les valeurs précises, mais globalement, 80-90% du temps, on est entre moins 2% et plus 2%. Ça, c'est, on va dire, les valeurs normales de marché. Mais parfois, eh bien, il se passe des trucs comme notamment ici, pendant les valeurs 2000, on voit que là, il y a eu clairement un truc qui s'est passé.
Là, il y a eu un gros truc qui s'est passé. Et bah oui, c'était la crise des subprimes 2008. Ici, un autre truc qui s'est passé, pareil, c'était le Covid. Ici, quelque chose qui s'est passé, eh bien, c'était tout simplement le Brexit. Et ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, à chaque fois qu'il y a des journées bien noires, c'est-à-dire que plus la courbe descend bas à ce niveau-là, et plus les journées sont noires, tu l'as compris, eh bien, on a quasiment une symétrie où on a des rebonds de journée. Tu vois, ici, on a dépassé plus 10%, ici, quasiment plus 10%, et on voit vraiment que c'est quasiment en effet miroir. Là, il n'y a pas de surprise. Les baisses et ou les hausses sont proportionnelles, et comme indiqué sur le site juste avant, où généralement, eh bien, les meilleures journées surviennent dans les 10 jours après les pires journées. C'est bien confirmé par rapport à ce graphe. Là, si je clique dessus, tu peux voir qu'il y a vraiment toutes les stats qui apparaissent. Ça fait beaucoup de valeur. Je sais pas si je peux afficher en haut. Tac, 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 tac. Tu vois, 11,58% le 10 octobre 2008. Et on avait tapé un moins 9% le 14-10-2008. Donc vraiment, je trouve que c'est ultra parlant d'avoir ce genre de graphe. Ça montre vraiment de manière très limpide, eh bien que effectivement après les pires journées, il y a souvent les bonnes journées et vice versa. Donc c'est pour ça que une des questions par exemple qu'on peut se poser actuellement, c'est le marché baisse, mes indices corrigent, j'ai effacé une plus-value temporaire que j'avais depuis des mois, elle a été annulée en l'espace de quelques semaines, ça me fait peur, est-ce qu'il ne faut pas que je sorte du marché, etc. Ce sont des questions totalement normales qu'on peut se poser quand on est débutant. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que, eh bien, je pense que tu as compris, mais si tu t'amuses à faire du market timing, si tu t'amuses à sortir du marché parce que tu as peur que ça baisse trop et que tu te dises que tu vas potentiellement ne pas être positionné alors que le marché continue à descendre, ça peut être le cas. Mais majoritairement du temps, ça va être quand même très dur d'arriver à timer proprement le marché, de rentrer au bon moment. Bien souvent, tu vas te faire piéger, tu vas sortir en pensant que ça va continuer à dégringoler et puis finalement, il va y avoir un rebond soudain. Tu vas te dire que c'est que temporaire et finalement, quand tu vas re-rentrer, eh bien, tu seras sur des positions qui sont plus hautes que quand tu as vendu. Moi, je te parle en connaissance de cause. Comme je te l'ai dit, ça m'est arrivé pendant le Covid. J'ai essayé d'anticiper des vagues. Bref, j'ai clairement fait de la merde. J'ai perdu de la performance. Ça s'est vu notamment sur la saison 1 du suivi du PEA parce que je fais un suivi mensuel de mes portefeuilles. Donc, si jamais, encore une fois, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais moi, j'ai trouvé l'exercice particulièrement compliqué et c'est pour ça que maintenant, je suis time in. Donc vraiment, je suis tout le temps positionné dans le marché. Peu importe ce qui se passe, je suis investi à 100% et je continue mon DCA. Après, bien sûr, s'il y a des baisses soudaines, je vais adapter et peut-être renforcer des ETF parce que là, on est bien sur de l'ETF et pas de l'action individuelle. Pour moi, il n'y a aucun risque que ça coule puisque par définition, si un ETF se retrouve à zéro, c'est que tu auras d'autres problèmes que de gérer tes finances personnelles et ton investissement. Mais voilà, si ça peut t'enlever un doute, peut-être, et te rendre compte que effectivement, bah là c'est flagrant avec le tableau, hein, on a les lignes dans le plus qui sont quasiment les mêmes, en tout cas au même moment que les grosses lignes dans le moins. Il n'y a pas de surprise, encore une fois, on en revient à ce que l'article nous disait tout à l'heure. Les meilleurs jours succèdent souvent au pire. 65% des meilleures séances sont survenues au maximum 10 jours après les pires séances. Là, sur les marchés, on vient de subir une baisse qui n'a pas été vue depuis le Covid. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu une aussi grosse baisse. Et par exemple, on peut le voir sur un ETF à levier que je possède, qui est le Amodi Nasdaq 100 Daily Leverage 2 fois, qui a pris moins 8,66. Alors là, bien sûr, on est en levier. Sur le graphique que je t'ai montré, on n'est pas du tout en levier, c'est simplement le S&P 500. Mais n'empêche que de toute façon, tout est proportionnel. Là, le S&P 500 a fait une bonne correction. Depuis le 16 juillet, on perd 6%. On est toujours en positif cette année à plus 12,7. Mais voilà, là, il y a eu quand même des journées qui ont fait relativement mal. Moi qui, sur mon PEA, a uniquement des ETF, eh bien, je t'avoue que j'ai du moins 3, moins 4, moins 7, moins 8% suivant les ETF à levier, comme tu pourras le voir prochainement
dans le suivi du PEA vidéo qui arrive d'ailleurs lundi. Mais voilà, je trouvais ça sympa de te faire une petite vidéo, notamment pour te montrer qu'avec des fonctionnalités de chez Google Finance couplées à un Google Sheet, on peut afficher des trucs très sympas. Et encore une fois, merci à Tolgear pour les infos. C'est vrai que j'ai pas eu le temps personnellement de me renseigner sur tout ce qu'il était possible de faire avec les fonctionnalités Google Finance, mais Google Finance, excuse-moi, j'ai pas pris l'accent américain, mais en tout cas c'est vraiment très complet. Et prochainement une vidéo qui sera plutôt un échange vlog pour qu'il nous explique un petit peu comment on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Google Finance et comment lui a géré son tableau qui est encore plus joli que le mien, il faut le dire. Ça pourra vraiment en intéresser plusieurs, donc faudra pas que tu rates cette vidéo. Je te laisse méditer par rapport à ce que je t'ai dit. Est-ce que tu as toujours envie de sortir du marché ou pas? N'hésite pas à me le dire sur le Discord, ça sera avec grand plaisir. Mais sache que si tu as envie d'aller plus loin, déjà premièrement, je te propose un accompagnement personnalisé où tu vas pouvoir commencer à investir sur les marchés financiers de manière totalement autonome, rentable, avec une stratégie qui a fait ses preuves et qui te demande pas beaucoup de temps. Donc si ça t'intéresse, n'hésitera pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu prendras un call avec un membre de mon équipe qui fera le point sur ta situation. Et en attendant, je vais te laisser avec un guide bourse complet d'1h30 qui est globalement un condensé de ce que tu vas pouvoir retrouver, qui te donnera quand même pas mal de bases. Et puis moi je te dis à la prochaine, je reviens rapidement avec une autre vidéo. Salut, c'était Jérémy.